Nous abordons dans cette séquence plusieurs compléments sur la gestion des exceptions. Nous allons commencer par la notion de relancement, comment traiter partiellement une exception et la relancer plus loin. Nous allons également parler d'une règle particulière à respecter en Java, la règle déclarer ou traiter, et nous allons aussi voir comment il est possible de déclarer ses propres classes d'exception. Commençons par le relancement. Vous vous rappelez sans doute de notre petit exemple d'introduction. Dans cet exemple, nous avions la méthode de plus bas niveau inverse qui lançait l'exception. Cette exception lancée n'était pas rattrapée par le niveau intermédiaire qui consistait à dessiner, afficher graphiquement l'inverse des températures. Par contre, on suggérait d'intercepter l'exception lancée dans le programme principal afin de la gérer à cet endroit-là. Si l'on décide de gérer l'exception à ce niveau du programme, on saura si une exception est lancée que quelque chose d'anormal s'est produit lorsque l'on exécute graphique inverse. On aura cependant peu d'informations sur les conditions exactes d'occurrence de cette situation anormale. Par exemple, on pourrait aimer savoir quelle est la position du tableau contenant une valeur qui a conduit à cette situation-là. La partie du programme qui sait à quel endroit du tableau a été déclenchée l'exception est en fait cette partie. Et il pourrait être intéressant de faire en sorte que cette partie indique au reste du programme qu'il y a eu un problème à telle position du tableau. Cette méthode pourrait donc intercepter l'exception lancée pour la traiter ici en indiquant au reste du programme à quel indice s'est produit le problème. Par exemple, on pourrait imaginer d'essayer de intercepter l'exception ici. Cette méthode ne connaît pas exactement le contexte dans lequel elle est invoquée. Elle ne peut donc pas prendre de décision, par exemple, par rapport au tableau. Elle ne peut pas faire des traitements tels que ceux faits dans le programme principal, où par exemple on pourrait décider d'acquérir à nouveau toutes les températures, parce que les premières étaient erronées, par exemple. La seule chose que peut faire cette méthode est en fait d'informer le reste du programme de l'indice auquel s'est produit le problème et de relancer l'exception à un niveau plus élevé, plus informé de comment résoudre exactement cette situation anormale. La méthode graphique inverse pourrait donc à son tour lancer une exception pour indiquer au reste du programme à quel indice s'est produit le problème. Par exemple comme ceci, je déborde un peu de mon cadre mais c'est pas trop grave. Et il faut pour ceci bien sûr que l'indice soit géré, ce qu'on peut imaginer de faire comme ceci par exemple. Désormais, si une exception est lancée lors de l'exécution de cette boucle, le programme principal va l'intercepter en recevant un message qui peut potentiellement l'informer de l'indice auquel s'est produit le problème. Une partie intermédiaire du programme a donc ici choisi de relancer une exception un peu plus informée que la précédente pour que une partie plus informée du programme puisse en faire bon usage. On a donc ici traité l'exception d'origine de façon partielle. Comme nous venons donc de le voir sur cet exemple, une exception peut donc être partiellement traitée à un niveau intermédiaire du programme par un bloc catch dédié et attendre un traitement plus complet ultérieur. Pour cela, il faut au niveau intermédiaire relancer l'exception, la même ou une nouvelle plus informée. Il faut bien sûr pour cela que le niveau supérieur soit équipé de blocs try et catch correspondants, capables d'intercepter et de traiter proprement l'exception relancée. L'idée est donc qu'à un niveau intermédiaire du programme, on intercepte l'exception lancée d'un niveau plus bas, on peut la traiter partiellement, et puis se dire qu'on n'est pas suffisamment informé pour la traiter complètement, donc relancer l'exception, soit la même qu'on a reçue, soit une nouvelle avec un autre message ou un autre contenu. Vous savez donc maintenant qu'une exception peut être interceptée à un niveau intermédiaire du programme pour être traitée partiellement, puis relancée à un niveau supérieur, mieux informé du contexte de l'erreur. Nous allons maintenant aborder un autre sujet, la règle déclarer ou traiter, qui est spécifique à Java. Lorsqu'une méthode lance une exception et qu'elle en délègue la gestion à un niveau supérieur du programme, c'est-à-dire qu'elle ne la traite pas localement, elle doit en général informer qu'elle lance une exception potentiellement. Ainsi, celui qui utilise cette méthode à un niveau supérieur sait qu'elle peut lancer l'exception et donc s'apprête lui-même à pouvoir éventuellement gérer cette exception ou la relancer à un niveau supérieur. Pour qu'une méthode déclare qu'elle peut lancer potentiellement une ou plusieurs exceptions, on doit utiliser une syntaxe particulière. Après l'entête de la méthode, indiquée par le mot réservé throws, la liste des exceptions qui peuvent être lancées par la méthode, séparées par des virgules.
Par exemple ici, la méthode inverse lance une exception lorsqu'il y a une division par 0. Elle ne traite pas cette exception localement, il n'y a pas de bloc try et catch à l'intérieur de la méthode inverse qui capterait cette exception-là. Elle doit donc signaler au reste du programme à qui elle délègue la gestion de cette exception qu'elle lance ce type d'exception. Et ceci se fait au moyen du mot réservé throws, suivi de la liste des exceptions lancées par la méthode. En Java, il faut appliquer une règle particulière. Toute exception qui n'est pas une runtime exception ni une erreur doit impérativement respecter la règle déclarée ou traitée. Ce qui veut dire concrètement que ces exceptions doivent soit être directement interceptées dans la méthode où elles sont lancées, ce qui est possible dans certaines situations, soit être déclarées par la méthode pour indiquer au reste du monde que la méthode délègue la gestion de cette exception au reste du programme. En Java donc, si une exception n'est pas de type runtime exception ou error, alors si elle n'est pas interceptée dans la méthode où elle est lancée et si elle n'est pas déclarée par la méthode, le compilateur va émettre un message d'erreur. On parle dans ce cas de checked exceptions, des exceptions contrôlées par le compilateur, par opposition aux unchecked, pour lequel le compilateur ne va pas imposer qu'il y ait forcément un traitement ou une indication qu'une telle exception est lancée. Ces contrôles faits par le compilateur ont pour objectif de forcer la gestion des exceptions. Le compilateur ne veut cependant pas vous forcer à gérer des exceptions de type runtime ou error. Error correspond en effet à des situations que le programmeur n'est pas en mesure de gérer lui-même, par exemple plus suffisamment de mémoire sur la machine sur laquelle s'exécute le programme. Il n'y aurait donc pas de sens à ce que le compilateur force le programmeur à traiter ce genre d'exception. De leur côté, les runtime exceptions correspondent très souvent à des situations qui pourraient être résolues plus proprement par une meilleure programmation. Par exemple, lorsque l'on sort des indices possibles pour un tableau ou lorsqu'on fait une division par 0. Alors ça peut être des situations qui peuvent être résolues par une meilleure programmation, mais ça peut aussi être des situations que l'on veut pouvoir gérer par le biais des exceptions. Les problèmes qui pourraient être résolus par une meilleure programmation devraient l'être par ce biais-là et non pas par le biais de gestion d'exception, et c'est pourquoi le compilateur ne vous force pas à déclarer ou traiter des runtime exceptions non plus. Java offre une très large palette de types d'exceptions possibles qu'il est recommandé d'utiliser en étant le plus informatif possible, en utilisant le type d'exception qui cible au mieux le type de problème que vous voulez cerner ou gérer par le biais des exceptions. Néanmoins, dans certaines situations, il peut être utile de définir soi-même ses propres classes d'exceptions et c'est une possibilité qui est offerte par le langage. Pour définir ses propres classes d'exception, il suffit de les faire hériter soit de la classe exception ou de l'une de ses sous-classes. Comme vous avez eu l'occasion de le voir dans une séquence précédente, la classe exception offre une méthode getMessage qu'il est utile d'invoquer pour donner des informations sur la nature de l'exception. Le message retourné par getMessage est initialisé par les constructeurs de la classe exception. Pour que le message associé à vos propres classes d'exception soit correctement initialisé, il est donc recommandé qu'une classe d'exception personnalisée qui n'ait pas d'autre contenu contienne au minimum les deux constructeurs suivants. L'un par défaut qui initialisera le message avec une valeur par défaut et un autre qui prendra une chaîne avec laquelle initialiser ce message. Et ceci permettra donc de préserver le comportement attendu de getMessage. Bien évidemment, assez souvent, si l'on définit des classes d'exception personnalisées, c'est pour mettre davantage de contenu à l'intérieur et on est tout à fait libre à ce niveau d'ajouter autant de méthodes, d'attributs qu'il semble souhaitable de le faire. Par exemple, il pourrait être utile de mettre à l'intérieur de la classe des attributs qui indiquent des codes d'erreur ou bien certaines informations sur le contenu de détection de l'exception et ainsi de suite. Voyons ceci sur un exemple concret. Par exemple, imaginons que l'on souhaite créer une classe d'exception qui est capable de traiter des situations anormales par rapport à des températures. Donc cette classe d'exception contiendrait une information indiquant quelle température anormale a été relevée et donnerait des consignes par rapport à cette température. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement dans le cas de telle ou telle température anormale? Vous noterez au passage qu'il est de bon ton en Java d'appeler ses propres classes d'exception en terminant leur nom par le terme exception. Nous atteignons ici les limites de l'esthétique quant au mélange anglais et français, mais nous allons vivre avec ça. La classe peut alors comporter tout contenu semblant utile pour gérer ce type d'exception, et typiquement ici, un constructeur capable d'initialiser la température relevée et la consigne qui y est associée. Ce constructeur devra bien évidemment invoquer aussi le constructeur de la superclasse pour initialiser le message associé, lequel pourrait tout à fait aussi être un paramètre. Ici, nous avons fait le choix de lui attribuer une valeur par défaut.
Et l'on peut ajouter toute autre méthode semblant utile. Ici, nous avons simplement fait le choix d'ajouter un getter pour chacun des attributs, donc un pour la température et un pour la consigne. Et ici, un exemple d'utilisation. Si par exemple la température atteint un seuil critique, on peut imaginer de lancer une exception du nouveau type qu'on a défini en l'initialisant avec la température anormale relevée et une consigne particulière à adopter lorsque cette température a été rencontrée. Donc le bloc qui va intercepter cette exception va pouvoir fournir un certain nombre d'informations intéressantes sur la nature de l'exception. Il va pouvoir indiquer la température anormale qui a été relevée et il va pouvoir par exemple ici donner des consignes sur ce qu'il faut faire par rapport à cette température-là. On peut ainsi imaginer de donner des messages plus informatifs comme par exemple ici nous avons relevé une température trop importante de 150 degrés et la consigne dans ce cas-là est d'aller vérifier votre appareil de mesure. Voilà, nous en avons terminé avec les compléments que nous souhaitions apporter sur la gestion des exceptions en Java. Pour conclure sur ce volet, nous allons simplement vous présenter le petit exemple d'introduction, mais cette fois codé en Java. Alors il s'agit de notre programme qui avait pour but d'afficher l'inverse d'un certain nombre de températures mesurées. Commençons par l'écriture du programme principal tel qu'on pourrait l'imaginer en Java. Le programme principal va stocker un certain nombre de mesures dans un tableau dynamique de doubles. Ces températures sont acquises au travers d'une méthode qui va permettre le remplissage du tableau. Et nous voulons donc afficher l'inverse des températures ainsi stockées dans le tableau. Si le tableau de mesure contient des valeurs nulles, l'affichage des températures inverses va produire une erreur. Nous souhaitons cependant donner plusieurs chances à l'utilisateur de ce programme et lui permettre de saisir à nouveau son tableau de mesure au cas où une situation anormale se serait présentée. Nous lui accordons dans cet exemple 2 essais au maximum pour tenter de saisir un tableau de mesure qui ne contient aucune valeur nulle. L'idée est donc la suivante, sachant que l'appel de cette méthode peut résulter dans le déclenchement d'une exception, nous allons indiquer que cette instruction est un bloc réceptif aux erreurs, donc l'encadrer par un bloc try. Si le tableau de mesure contient une mesure nulle, l'exécution de cette méthode va lancer une exception. On suppose ici que c'est une exception de type arithmetic exception, laquelle sera rattrapée par un bloc catch correspondant. Si nous n'avons pas encore atteint le nombre d'essais maximal, on va simplement signifier à l'utilisateur qu'il doit ressaisir des valeurs. Sinon, par un autre message, nous lui indiquons qu'il y a eu suffisamment d'essais et qu'il y a donc abandon de l'acquisition des mesures. Lorsque nous terminons l'exécution de ce bloc catch, l'exécution se poursuit en séquence. L'exécution va tomber sur l'évaluation de la condition de continuation du while. Le while continuera à s'exécuter si le nombre d'essais n'est pas encore atteint. Ceci va donc permettre de ressaisir le tableau de mesure tant que le nombre maximal d'essais n'est pas atteint. La méthode en charge d'afficher les inverses de température va donc prendre un tableau de température en paramètres. Elle va itérer sur chacune des entrées de ce tableau et afficher pour chaque entrée i l'inverse de la température stockée à la position i. Comme le calcul de l'inverse peut lancer une exception, que nous supposons ici de type arithmetic exception, nous prenons le soin d'indiquer que cette instruction est un bloc réceptif aux erreurs, donc entouré par un bloc try. Ceci permettra de signaler que le problème s'est produit au niveau de l'indice i. Comme nous ne savons pas complètement résoudre le problème à ce niveau-là, nous relançons l'exception, et ici nous relançons exactement l'exception déjà reçue. On aurait pu en créer une autre. Vous aurez peut-être remarqué au passage que nous avons déclaré l'exception potentiellement lancée dans plot temp inverse. Était-ce nécessaire ici? Alors en effet, il n'est pas nécessaire de déclarer l'exception lancée ici. Pourquoi? Parce que arithmetic exception est de type runtime exception et qu'elle n'est pas donc soumise à la règle déclarer ou traiter. Simplement ici, le fait de la déclarer donne un petit peu plus d'informations. Quelqu'un qui lirait l'entête de cette méthode verrait qu'elle peut lancer une arithmetic exception et donc prendre ses dispositions en conséquence. Enfin, pour aller jusqu'au bout de l'exemple, on supposera bien sûr qu'il existe une méthode de dessin à proprement parler qui est capable de dessiner un point. Donc on imagine qu'il existe une méthode graphique capable de faire ce traitement. Puis bien sûr, notre fameuse méthode de calcul d'inverse qui calcule l'inverse d'un nombre. Nous avons choisi aussi ici de déclarer qu'elle lançait une arithmetic exception. À nouveau, ça n'est pas nécessaire puisqu'il s'agit d'une runtime exception. Donc, dans le cas où le nombre donné est nul, cette méthode va lancer une exception de type arithmetic exception avec un message approprié. Le flow d'exécution sera le suivant. Imaginez que dans le tableau de mesure, il existe une mesure nulle. Nous allons donc appeler plot temp inverse.
laquelle va appeler la méthode qui calcule l'inverse d'un nombre, et qui, si ce nombre est nul, va donc lancer une exception de type arithmetic exception. Cette exception va donc être capturée au niveau supérieur, donc dans plot temp inverse, et donc à ce moment-là, le message problème à l'indice i va s'afficher. Puis l'exception est relancée pour être cette fois capturée au niveau supérieur. C'est plot temp inverse qui cette fois a lancé l'exception. Du coup, eh bien, on va brancher sur le bloc catch correspondant dans le programme principal, et à ce moment-là, on commence à comptabiliser les essais de notre utilisateur. Donc voici comment se déroulerait l'exécution d'un tel programme lorsque des lancements d'exceptions ont lieu. Voilà, pour clore sur le chapitre des exceptions, il faut savoir que la gestion des exceptions est un moyen extrêmement souple et pratique pour gérer les situations anormales, mais qu'il est néanmoins beaucoup plus coûteux qu'un simple if then else. La consigne est donc que si nous avons le moyen de traiter l'erreur à l'endroit où nous la découvrons, alors il faut le faire sans passer par la gestion des exceptions. Imaginez par exemple que dans un programme, on demande à l'utilisateur de saisir des valeurs entre 0 et 100 et que l'utilisateur introduise une valeur supérieure à 100. Alors nous savons gérer localement cette erreur en signifiant à l'utilisateur qu'il doit réintroduire des valeurs. Nous n'avons pas besoin d'utiliser le mécanisme des exceptions dans ce cas-là. Enfin, lorsque l'on a le choix de lancer plusieurs types d'exceptions, choisir des exceptions plus spécifiques sera généralement plus informatif et plus utile. Et ceci termine cette séquence sur les exceptions.